Bonjour à tous, bonjour Jacques, bonjour Bonjour. Rémi. Donc pour aujourd'hui Jacques, il y a pas mal de choses qui se passent dans le monde, à l'international et aussi en France. On voulait évoquer avec toi la question de la destitution, la procédure de destitution qui a été lancée par les démocrates contre Trump. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se passe aux États-Unis par rapport à tout cela? Alors, l'Ukraine Gate après le Russia Gate. Mhm. Alors, Devin Nunes, qui est un congressiste américain, républicain, a déclaré qu'il s'agissait d'une opération de guerre ouverte et de grande envergure contre la présidence américaine, conduite par des opérateurs de très haut niveau au sein de la communauté américaine du renseignement, avec la coopération du renseignement britannique. Et le mot a été prononcé. Donc, que penser de toute cette affaire? William Barr, qui est l'attorney général, et Horowitz, qui est l'inspecteur général, allaient publier leur rapport sur le Russia Gate, qui montre que Trump n'y était pour rien, ou en tout cas pour presque rien, et que en même temps, toute une opération avait été lancée contre lui et ça montrait les sources de cette opération, qui conduisent à Christopher Steele, qui conduisent au renseignement britannique et qui conduisent à leurs alliés comme Comey ou d'autres toute la machine au sein démocrate. des États-Unis. La machine démocrate et le FBI. N'oublions pas le FBI. Peut-être pourrait-on dire que la machine démocrate est devenue en cela une sorte d'associé du FBI dans cette affaire. C'est arrivé à d'autres moments de l'histoire américaine, pour les républicains comme pour les démocrates. Donc il lance cette procédure. Alors, qu'il lance cette procédure, parce que l'autre n'allait plus présenter une occasion pour les démocrates. Alors, il la lance en disant, voilà, Trump a demandé à Zelensky, qui est le président de l'Ukraine, le dirigeant de l'Ukraine, il demande à Zelensky d'intervenir pour l'affaire Hunter Biden. Hunter Biden, c'est le fils de Joe Biden, le candidat démocrate qui serait en tête dans les sondages, malgré sa personnalité tout à fait médiocre, donc, et qui était le vice-président d'Obama, qui dans tous les réseaux d'Obama. Donc, Trump aurait demandé d'enquêter sur cela à Zelensky, de faire enquêter sur cela. Or, sur quoi? Il faut savoir qu'un procureur ukrainien, qui s'appelait Viktor Shokin, ce procureur avait lancé une enquête sur la société du fils de Biden, qui s'appelle, je crois, Bushima Holdings. Il avait lancé cette enquête, et puis il a été destitué. Il n'y a plus d'enquête. Le procureur. Donc, il y a Le procureur, ouais. sur l'influence de Joe Biden, qui est à peu près prouvé. Donc, ce que Trump demande, c'est que cette affaire soit clarifiée. On saute sur l'occasion, et on trouve un lanceur d'alerte qui serait un membre de la CIA, selon le New York Times, et qui est poussé par quelqu'un qui s'appelle, qu'on dépeint comme un homme tout à fait estimable, qui s'appelle Michel Atkinson, qui protège le lanceur d'alerte. Et il le fait alors qu'il est membre de toute une série d'institutions appartenant, disons, ou financées, ou sponsorisées par les frères Rockefeller, George Soros, les National Endowment for Democracy, le NED, donc tout ce milieu-là. Donc cet homme dit, voilà, Trump a dit des choses qui équivalent à une trahison pour les États-Unis. Alors, est-ce trahir les États-Unis que de dire la vérité sur le cas Biden et ce qui se passe en Ukraine? Et tout ce groupe autour de l'Ukraine est le même qui avait organisé donc le coup d'État en Ukraine contre Yanukovych et pour amener au pouvoir Poroshenko, le protecteur des milieux néo-nazis ukrainiens. En 2014. En 2014. Donc, c'est tout cela qui est, tout ce remugle qui est actuellement touillé. Alors, évidemment, je crois qu'il y a un des proches de Trump qui a dit clairement de quoi il s'agit. Il a dit, voilà, il s'agit de Miller, qui est un des collaborateurs de Trump. Il a dit, je sais reconnaître un lanceur d'alerte de quelqu'un qui est l'agent de l'État profond. Et là, évidemment, c'est un agent de l'État profond, parce que cet agent n'a même pas assisté à la conversation de Trump. Il y a eu des sources. Il y a une dizaine de personnes qui ont assisté, il a eu des sources, et il a rapporté. Donc, voilà, de seconde main, c'est une affaire de seconde main. Et voilà le démocrate qui se lance avec ça. Alors, il est clair qu'ils ne peuvent pas arriver à destituer Trump. Pourquoi? Parce qu'il faut les 2 tiers des voix au Sénat,
et qu'il y a une majorité républicaine. Mais pourquoi ils font Donc, ça? Ils n'y arriveront pas. Ils font ça pour créer une certaine atmosphère autour de l'élection présidentielle. Et autour de cette atmosphère, disons, créer les conditions pour mettre la pression sur Trump. Alors, il faut voir que Trump est quelqu'un, et il y a un très intéressant rapport sur Trump de Gérard Haro, qui était notre ambassadeur aux Nations Unies, qui dit « Donald Trump pense qu'il faut faire très mal aux Iraniens pour qu'ils viennent renégocier un accord commercial, mais il ne veut pas la guerre. Oui, c'est ça. » Et Trump a déclaré à plusieurs reprises « Je ne veux pas la guerre. » Et en même temps, on dit « Voilà, dit Haro, aucun président américain n'aurait laissé faire ça comme Trump l'a fait de la part de l'Iran. » Donc Trump n'est pas un va-t-en-guerre. Et c'est pour qu'il devienne un va-t-en-guerre sous pression, ou qu'il parte, ce sera difficile de faire partir, mais on veut qu'il devienne un va-t-en-guerre sous pression. Et ça, c'est toute cette affaire, tout ce qu'il y a derrière cette affaire. Alors, évidemment, le Conseil Atlantique, l'Atlantic Council, a déclaré que ce n'était pas une très bonne affaire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments réels derrière tout ça, et que d'autre part, il fallait se méfier parce que ça allait pouvoir favoriser Trump. Et ça pourrait finir par des larmes du côté des démocrates. Larmes, ils ont dit, des larmes, du côté de ceux qui lancent cette procédure contre Trump. Le Conseil Atlantique était clair sur ce plan. C'est des libéraux, hein. C'est des libéraux, c'est pas des pro-Trump. Et ils ont dit, voilà, Trump pourra en profiter pour faire son récit de outsider attaqué et menacé par ce qu'on appelle ici l'établissement. Donc Trump, ça le favoriserait plutôt. Et les Russes ont la même interprétation, ils disent, voilà, cette affaire est légère et Trump peut en tirer avantage. Donc ça peut se retourner, ça peut être un boomerang contre ceux qui ont lancé l'affaire. Bref, ce qui est clair dans tout ça, c'est qu'il est absolument nécessaire de sortir de la situation internationale dans laquelle on se trouve. Et les Chinois, les Russes ont dit c'est une priorité. Et ils ont bien compris que ce qui est fait à Trump, c'est pour empêcher qu'il y ait cette possibilité d'une entente, d'une détente, d'une coopération dans les relations internationales. Ça ils l'ont dit à l'ONU, tu veux dire? Ils l'ont pas spécialement. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. J'ai ici l'intervention de Lavrov aux Nations Unies. À l'Assemblée générale des Nations Unies qui vient de se tenir. Hein. Lavrov dit, voilà, la coopération entre le groupe de Shanghai, entre l'initiative Une ceinture, une route et l'Union économique eurasiatique marche très bien. Entre nous, on s'entend très bien. Et on a une politique différente. Il faut sortir de l'unilatéralisme, du libéralisme occidental. C'est dit. C'est dit, voilà. Comme ça. Et il dit, ces Occidentaux disent on est libéraux, donc on ne peut se permettre. On peut tout se permettre parce qu'on est libéral. Donc non, il faut sortir de ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si l'Union européenne se joint à nous, c'est-à-dire à l'Union économique eurasiatique et à la Chine d'initiative d'une route, cela permettrait non seulement d'accroître la croissance européenne, mais ça créerait un fondement solide afin de former un espace de paix, de stabilité et de coopération de Lisbonne à Jakarta. Alors ça veut dire que, parce que Wang Yi, ministre des Affaires étrangères chinois, a réaffirmé qu'il y a une union entre la Russie et la Chine qui ont le même intérêt pour l'avenir et qui ont très bien compris le piège occidental qui tend à les séparer. Alors Lavrov est très diplomate. Il ne dit pas on ne nous séparera pas. Il dit on coopère et on fait des choses. Et il n'attaque pas ceux qui prétendent les séparer. Or, qui prétend les séparer? Tous les gouvernements occidentaux, y compris celui de Macron, qui veut se rapprocher de la Russie, mais qui dit en même temps, c'est pour l'écarter ou l'éloigner de la Chine. Il est en train d'envoyer le message en citant ni Moscou, ni Paris, ni Beijing. Il dit de Lisbonne à Jakarta, c'est très diplomatique, on ne pourra pas nous séparer. Donc c'est une illusion de penser séparer la Russie de la Chine. Il faudra faire tous ensemble. Et j'ajouterai ce qui manque à cela, tous ensemble, avec aussi les États-Unis. Et cela, les Chinois le comprennent. Ils ne veulent pas détruire pour le plaisir de détruire. Ils veulent un nouvel ordre économique international qui soit un ordre dans lequel tout le monde respecte tout le monde. On ne cherche pas à imposer son régime à un autre et on se développe ensemble. Alors on dit oui, mais c'est la Chine qui cherche par ce moyen, certes qui apparaît bienveillant, mais en réalité de peu à peu
prendre un contrôle du monde. S'il prend le contrôle du monde, c'est par le développement économique, la croissance, ce qui n'est pas le cas des Chinois, ils ne veulent pas prendre le contrôle du monde, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Oui. Mais si c'est par le développement économique, la croissance et le commerce, ben, il faut jouer le jeu et penser qu'on sortira de cet ordre financier qui est en train de se détruire lui-même dans le camp dit occidental. C'est un système dans lequel on est plongé, et là, un gouvernement comme le gouvernement français ou un ministre des Affaires étrangères comme le nôtre peut dire ce qu'il veut. Si on ne sort pas de cet ordre-là, on n'a pas l'alternative à ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et une des clés, c'est là qui le démontre, c'est que, eh bien, on abaisse complètement, on réduit les dépenses sur nos ambassades à l'étranger, oui, oui. Toute notre politique extérieure. Toute notre diplomatie et oui, un pot de chagrin. Ce qui veut dire que on ne tient pas à notre influence et qu'après tout, on suit la politique anglo-américaine. Donc, si on veut vraiment rompre avec elle, si on veut vraiment une autre politique où la France peut être médiateur, inspirateur, catalyseur, où on peut jouer le rôle gaulien dans le monde, c'est le moment, c'est l'occasion. Il faut rompre avec cet ordre financier monétaire international existant, il faut le dire clairement. Parce que justement, en plus, là, dernièrement, là, on sent vraiment la fin du système avec ce qui s'est passé, l'intervention de la Réserve fédérale. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus. Oui, très rapidement. Ouais. La Réserve fédérale intervient parce que les banques ne se font plus confiance pour équilibrer leurs comptes. Elles se prêtent overnight, comme on dit, au jour le jour. Elles se prêtent des fonds. Et si elles se prêtent plus, il y a deux raisons. C'est qu'on pense qu'elles se font plus confiance les unes les autres. C'est une chose. Peut-être qu'il y a une banque qui serait très mal en point. Mal en point. Mais il y a plus, c'est structurel. C'est que tout ce système n'est plus capable de fournir des liquidités, même pour les banques. Ouais. Parce que les différents acteurs du système se les gardent pour soi, les retiennent en cas de pépin. Et il y a un gros pépin qui est la bulle. Et tout le monde voit venir cette bulle. Ouais, everything bubble, comme on dit aux États-Unis. La bulle de tout. La bulle de tout. Ils voient venir ça. S'il y a un truc, là, c'est que cette bulle, ça fait très longtemps qu'elle est visible, qu'elle est prévisible. Toi, tu l'avais prévu depuis longtemps, cette crise structurelle, notamment en 1995, et ce qui nous permet quand même de voir si toi tu veux dire quelque chose par rapport à Chirac, au décès de Chirac. Tu étais candidat. Tu as été candidat face à lui. Pour ceux qui n'ont pas vu la chose, en 1995, tu as été candidat, on a fait une vidéo qui s'appelle 1995-2012, qui montre les images et ce que tu as pu y développer. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de... À l'époque, on peut moins condamner Chirac que Sarkozy ou Hollande. À l'époque, ce n'était pas aussi évident. Moi, j'ai dit, parce que je voyais, avec les yeux du futur, on peut dire. Je disais, ouais, il y en aura pour une dizaine d'années, et on aura une crise très grave. Il faut faire quelque chose dès maintenant. Il faut anticiper toujours et faire des choses d'avance si on veut arriver à un résultat après. Ce qui est vrai pour l'économie, il est vrai pour la politique spatiale. Si on veut arriver sur Mars, il faut s'y prendre en pensant à 2 ou 3 générations. Ça n'est pas en claquant des doigts. Une vision. Là aussi, il fallait s'y prendre avant, il faut une vision. Oui. Donc, Chirac, disons, bien qu'il ait eu le courage de dire non à la guerre du Golfe, qui a été un désastre, comme on a vu. Celle de 2003. Hein. 2003. Ouais. Il n'a pas eu le courage, après, de dire, si on sort de cet ordre-là, il en faut un nouveau. Et voilà, la France représente cet ordre-là. S'il avait fait ça, il serait resté dans l'histoire comme un très grand dirigeant. Comme on dit, il laisse peu d'accomplissement, mais il l'a pas fait. Voilà, il laisse juste une personnalité. Et Sarkozy, alors j'ai vu un des conseillers de Sarkozy, Fernandez à l'époque, et je lui ai dit, voilà cette crise qui vient. Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème, l'économie est un jeu à somme nulle, il y a ceux qui gagnent, ceux qui perdent. Lui, mais il n'y a pas de contrepartie. On comblera par des liquidités, par de l'argent. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de liquidités. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, il n'y a plus de liquidités pour combler. Même plus ça. Alors, on fait marcher la pompe à finance. On dirait qu'on est en train de jouer le père Ubu. La pompe à finance, la pompe à finance. Amène-moi la pompe à finance. Donc on met des liquidités, mais qui ne correspondent à rien. Qui ne vont dans rien. C'est même pas des liquidités. Ça va pas dans l'économie réelle. C'est quelque chose de fictif qui est émis. C'est des liquidités vaporeuses ou des liquidités de l'éther, je ne sais pas. C'est quelque chose qui ne va pas dans la réalité. Et là, les gens ont beaucoup de mal à comprendre comment on peut tenir un système sous perfusion artificielle, en administrant ce que certains appellent la morphine monétaire, ou l'opium pour le peuple. Et en même temps, on donne l'opium au peuple, c'est-à-dire qu'on lui donne de fausses causes. Ça sera l'immigration, tout le monde, l'immigration, ça sera l'écologie. L'écologie, la fuite dans une transition écologique qui aboutirait, si on allait jusqu'au bout, à un véritable fascisme vert, parce qu'il faudrait une autorité pour imposer cette écologie qui créerait une politique de décroissance et pas de développement mutuel.
Donc on pousse ces faux sujets, ces faux débats pour éviter l'essentiel dans lequel il faut le courage pour intervenir. Et oui, c'est sûr que les présidents qui se sont succédés, dont Chirac et d'autres, n'ont jamais eu ce courage véritablement d'agir, même si parfois ils ont pu évoquer la crise financière, ils ne sont jamais allés véritablement au cœur du sujet. Chirac est une personnalité qui n'est pas allée jusqu'au bout de lui-même. La guerre du Golfe, il avait eu le courage de dire non, avec Schröder d'ailleurs. Avec Schröder. Et il a créé le musée des arts premiers, qui est quelque chose de très intéressant pour la France, parce qu'on montre que quelque chose de l'extérieur peut créer une réflexion, y compris sur le passé colonial de la France, une façon de penser qui donne de la hardiesse, qui donne du courage, parce qu'on est, le monde est là, il est présent, il est parmi nous, et la France y est toujours intéressée. Le pacte avec la liberté du monde, disait le général de Gaulle. Et là, on a Chirac qui n'est pas allé au bout. Et je crois qu'aujourd'hui, la façon dont il y a tout le monde est d'accord pour dire que Chirac c'était bien, il y a une sorte de trêve politique, ça cache chez le peuple français et chez les dirigeants, une certaine complaisance vis-à-vis du passé, une certaine mélancolie, au lieu de dire il faudrait aller plus loin que Chirac n'a été, il faut aller jusqu'au bout et il faut le faire. Et Sarkozy et Hollande ont été encore pires, c'est pas une excuse pour Chirac, mais ils ont été encore pires. Parce que le fur et à mesure que le temps passe, je ne mets pas en cause leur personnalité, si on ne réagit pas, on devient pire. Et les institutions, parce que là, l'affaire Lubrizol de Rouen, et là, ce qu'on a vu, c'est quand même une paralysie dans la préfecture, dans les institutions, face à une crise. Laissez-moi dire deux choses sur ça. Première, Glass-Steagall. On a fait toute une campagne pour la séparation bancaire. Bon, Macron, lorsqu'il était secrétaire général adjoint à l'Élysée, s'est dégonflé. Oui, je l'ai rencontré, il s'est dégonflé sur cette question-là. Il ne voulait pas l'ennui et les banques lui en étaient tout à fait reconnaissantes. Et ont aidé, tous ces milieux-là ont aidé à sa campagne. Bon, ça c'est une chose. Les institutions, nous avons fait tout un travail auprès des maires, auprès des députés, auprès des sénateurs, et nos militants sont aperçus qu'ils n'étaient pas très compétents sur ces questions-là, mais qu'ils avaient peur. Et ils se sont aperçus, ces gens n'ont rien fait, les institutions n'ont rien fait. C'est pour ça que nous voulons créer aujourd'hui une société d'amis qui mettra la pression, alors de façon très dure, sur tout le monde, et qui reconstituera auprès du peuple un organe de réflexion, comme il a été constitué avant la Révolution française. Des sociétés d'amis. Des sociétés d'amis qui s'essaimeraient dans tout le pays, dans toute la France. C'est l'idée. Alors maintenant, revenons à Lubrizol. Lubrizol, c'est très clair. C'est la société sur laquelle Warren Buffett avait investi, les spéculateurs américains. En plus, c'est très clair, parce qu'on n'a pas préparé tout sur une circonstance pareille, parce qu'on a pensé qu'une circonstance pareille ne devait pas intervenir. 10 000 ans se passeront et il n'y aura rien. Voilà ce qu'on a dit. Et bon, les statistiques sont... Les statistiques, ça ne marche pas. Voilà. Il faut voir la réalité. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que ça s'est produit, comme ça ne devait pas se produire, on n'est pas intervenu, on n'a pas réagi, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et la préfecture a dit, c'est une toxicité, oui, mais elle n'est pas aiguë. Alors, mais surtout, ne mangez pas les fruits ni les légumes de votre jardin. Alors, la toxicité n'est pas aiguë. Les gens ne peuvent plus croire au pouvoir, ils ne peuvent plus croire à ce qui est en place. C'est pour ça qu'il faut un vrai pouvoir qui se substitue à cela, et il ne peut être que du peuple, par le peuple, pour le peuple, comme dit l'article 2 de notre Constitution. Il faut rétablir ce pouvoir-là, parce que si les gens ne croient plus à ceux qui ont la responsabilité du pouvoir, eh bien, soit ils deviennent enragés, soit ils deviennent passifs, ne votent plus et s'abstiennent, soit ils font ce que nous voulons, ce que nous essayons de faire, ce pourquoi nous nous battons. Ils reconstituent des groupes de réflexion, d'action, qui réorganisent les choses en partant des affaires qu'ils ressentent dans le quotidien comme un tremplin vers le monde et vers les affaires du monde. Connecté à ce que De Gaulle a sa façon de communiquer et que d'autres ont essayé aussi de communiquer. En le faisant de façon que j'ai beaucoup critiquée, mais même Mitterrand, au moins, essayé de le faire. Ceux qui l'ont suivi, rien. Rien. C'est pas que je vais faire l'éloge de Mitterrand, mais au moins, il avait le nez là-dedans. Donc ça donne une idée quand même du défi. Oui, l'ampleur du défi. L'ampleur du défi, et de savoir si vraiment les dirigeants actuels vont réagir à la crise financière. Mais regardez ce qu'ils ont fait avec Alstom, où tout Paris s'est nourri, vraiment c'est empiffré d'argent sur le compte d'une entreprise française qui marchait bien, livrée à une entreprise américaine, General Electric, qui avait promis de créer 1000 emplois et a fait 1000 chômeurs de plus. C'est un scandale énorme qui vont depuis Clara Guémard, qui dirigeait
General Electric, qui avait un poste à General Electric à l'époque, jusqu'au principal Huck Bailey, le principal conseiller de Macron au ministère de l'économie, qui lui est rentré au bout chez General Electric, au bout d'un mois, eh bien, à Belfort, 1000 emplois perdus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Il faut le changer, il faut rendre à la France ce qu'elle devrait être, et aux Français ce qu'ils ont le droit d'exiger. Ouais, je suis bien tout à fait d'accord avec toi. Donc du coup, maintenant, la question, c'est de savoir si nos internautes vont se mobiliser. Sachez que on a notamment eu notre Assemblée Générale dernièrement et notre week-end de formation, et que vous avez les vidéos sur Internet des premiers panels, et notamment ton discours, qui mène, je pense, le point sur ces questions-là. Oui, c'est pas le discours en soi. Non, c'est l'appel à l'action. C'est l'appel à l'action pour vous. Voilà. Parce que si sachant, vous ne vous mobilisez pas, c'est pire que si vous ne saviez pas. Très bien. Maintenant que vous savez de plus en plus, eh bien, vous pouvez agir, nous soutenir évidemment. Donc, merci Jacques. Et vous soutenir vous-même, parce que c'est de vous qui est question. Très bien. Soutenir notre pays. Donc, merci Jacques, merci Rémi. Merci. Et à la semaine prochaine.